Bonjour à tous et bienvenue. Pour les personnes qui s'intéressent au mystère, à l'inconnu, vous vous doutez et vous avez compris où je me trouve. En revanche, pour les autres, rien n'est perdu puisque je vais vous présenter une personne qui anime, qui produit une émission qui est fantastique. C'est Bob Bellancard. Bonjour. Bonjour Bob. Je suis ravi d'être là. Merci à vous de vous prêter au jeu. Je suis ravi d'être chez moi finalement. Oui. Parce que c'est moi qui vous accueille. Exactement. Alors moi j'avais envie, je suis votre émission depuis... Alors oui, on va en parler après d'ailleurs de l'émission. Ouais. Mais je vous ai connu il y a quelques années. J'ai été séduite par le ton, par le genre. Et j'avais envie, comme je le fais pour des auteurs que j'ai la chance d'interviewer, de connaître la source tout d'abord. Mieux vous connaître, mieux vous présenter. Oui. Vous êtes un homme qui a 1000 casquettes, donc 1000 vies avant celle-ci. Et j'ai vu que vous aviez fait plein de choses. Je me suis jamais rien interdit dans ma vie. En fait, moi, je suis un artiste de métier. Enfin, je suis journaliste, mais j'ai toujours eu une fibre artistique. J'aime beaucoup la créativité. Je me suis jamais rien interdit dans ce domaine. Donc, effectivement, quand on regarde tout ce qui est écrit sur moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur moi sur les réseaux sociaux. Certains ont même consigné tout dans une page Wikipédia, donc que je découvre de temps à autre. Je me dis, tiens, ils savent ça. Et c'est vrai qu'on voit que j'ai touché à tout. Déjà, moi, j'ai failli, dans un premier temps, être footballeur professionnel, parce qu'en fait, je ne le savais pas. Voilà, donc au départ, je me destine à ça, puis c'est une blessure qui fait que je me tourne vers les médias. Mais effectivement, à partir du moment où j'ai mis le doigt dans le paysage médiatique, je me suis dit que c'était un univers vaste et que me cantonner à de la radio me frustrait un peu. Donc en fait, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la télé, j'ai fait du cinéma, j'ai écrit un bouquin, j'ai un roman, j'ai chroniqueur à la télévision, j'ai animateur sportif. J'ai fait Europe 1 Sport. Enfin voilà, donc je me suis jamais rien interdit. Donc j'ai même fait des disques, j'en ai fait 6. Voilà, donc chanteur aussi, voilà, justement. Et en fait, on n'a jamais pu me classer. Et en fait, alors aux États-Unis, on trouve ça fantastique. En France, on a beaucoup plus de mal avec cette multicasquette. Oui. Moi, je suis un Américain dans l'âme. J'ai bossé d'ailleurs un peu à New York dans une radio. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je m'interdirais de faire des choses? Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis venu sur le mystère inexpliqué, parce qu'en fait, j'étais pas du tout dans ces univers-là au départ. Et puis, j'ai ouvert une brèche qui, en France, était un peu dans la naphtaline. C'est-à-dire qu'en fait, c'était souvent des vieux ufologues ou des vieux chercheurs en parapsychologie qui faisaient ça. C'était lent, c'était long. Et moi, j'ai un peu modernisé le genre. En toute modestie, je me suis dit, je vais apporter mon background FM, un peu punchy, un peu sympa, un peu chaud, un peu voilà, talk show. Oui. Et j'ai modernisé le genre, et puis ça fait 10 ans. J'allais justement venir là. Donc ça fait 10 ans. Donc vous avez, je crois, récupéré l'idée aux États-Unis, qui a été validée pour la France, qui vous avait été accordée pour la France. Oui, parce qu'en fait, le producteur américain, c'est qui faisait cette émission, une émission qui s'appelle Coast to Coast, qui est en syndication. Ça veut dire que l'animateur est dans un endroit et après il vend l'émission dans plein de radios aux États-Unis. Et donc je l'ai juste contacté en disant est-ce que je peux adapter, qu'est-ce que ça coûte, etc. Il me dit moi la France je m'en fous un peu, adapte ce que tu veux. Et voilà, donc j'ai adapté cette émission au départ sur la FM, il y a 11 ans, et puis je me suis très vite aperçu que ça a très vite marché, sauf que je faisais venir sur les radios, parce que moi aussi j'étais en syndication, c'est-à-dire que je vendais l'émission dans plein de radios tous les soirs, et je me suis aperçu que je faisais venir des gens qui avaient plutôt entre 40 et 60 ans, et que les radios sur lesquelles j'étais avaient besoin d'une audience de 15-30 ans. Donc en fait j'étais pas en accord avec l'audience que je faisais venir, et c'est là que j'ai encore regardé aux États-Unis ce qui se passait. Et je me suis dit, je vais créer un média sur Internet. Il y en avait un qui avait été créé aux États-Unis et qui cartonnait. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas? C'est nouveau. On m'a dit, ça tiendra 6 mois, ça ne marchera jamais. Oui, parce que vous avez été le premier. Ah oui, j'étais le premier à faire un média payant. Alors maintenant, tout le monde le fait. Les journaux, il y a des plateformes de streaming, de podcasts payantes. À l'époque, j'étais le premier, j'étais le seul. Et quand on est le premier, bien sûr, on vous dit toujours, ça ne marchera pas, personne ne le fait. Si ça devait marcher, ça existerait déjà. Bah non, il faut toujours un premier. J'ai été l'abruti qui l'a fait en premier. Le précurseur. Voilà. Et voilà, et donc ça fait 10 ans et ça fonctionne toujours. Voilà. Parce qu'il y a ce côté bienveillance
qui vous caractérisent. Enfin, je dirais qu'il y a la curiosité et la bienveillance, parce que vous êtes toujours à l'écoute en fait, des invités qui viennent chez vous. Oui. Vous n'êtes jamais dans le jugement. Jamais. Et ce qui est important aussi, c'est que vous êtes toujours à la portée, entre guillemets, des plus peut-être fragiles ou démunis. C'est-à-dire vos tarifs d'abonnement sont vraiment... En fait, on a décidé, effectivement, il y a 2 tarifs d'abonnement, 8,90 et 4,90, et j'ai mis en place il y a 3 ou 4 ans le 4,90 pour des gens qui étaient soit à la retraite, soit handicapés, soit étudiants, soit au chômage. Je me suis dit, c'est pas normal qu'ils n'aient pas accès. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on m'a tapé dessus en disant « Ouais, pourquoi l'information doit être gratuite ?» Oui, l'information est gratuite, mais ceux qui la font doivent être payés. Donc, pour la payer, pour que je puisse la fabriquer, cette information, ou la relayer, il faut bien qu'il y ait des gens derrière. Donc, vous le voyez ici, il y a des gens, enfin, il y a un plateau, il y a tout ça. Donc, tout ça, ça vaut des sous. Donc, je ne fais pas payer l'information, je paye les gens qui la font et qui la transmettent. Donc, mais je me suis dit, malgré tout, qu'aujourd'hui, il y avait peut-être des gens qui étaient en difficulté et qui méritaient aussi d'avoir accès à cette information qui est vraiment différente. On est vraiment un média complètement différent. Il faut savoir qu'on est le seul média en France sur le mystère inexpliqué qui est reconnu par l'État comme site d'information. C'est-à-dire qu'on a un agrément, on a des cartes de presse, enfin voilà. Donc malgré tout, cette information, elle doit être accessible à des gens qui sont les plus démunis. Donc je me suis dit voilà, on va diviser presque par 2 le tarif et on va et d'ailleurs il a très vite marché cet abonnement. Voilà. Oui, je suis très sensible à ce geste. Ça prouve vraiment le côté humain et pas que business. On peut pas aborder les sujets que j'aborde sans être un peu et humain. Il y en a qui le font, et même très bien. Oui. Je connais beaucoup de gens dans cet univers-là, du mystère, de l'inexpliqué, du bien-être, du paranormal, etc., qui sont très sympathiques d'aspect et qui derrière sont beaucoup plus malveillants et calculateurs. Ça n'a jamais été mon cas. C'est moi qui ai financé Tout Bêta élevé. J'ai jamais eu une aide extérieure. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette aventure. Et puis aujourd'hui, elle est totalement financée par les abonnés. C'est-à-dire que sans eux, Bêta élevé n'existerait pas. Donc on travaille avec eux. C'est leur média. On le sent dans les échanges qu'on a lors des lives, etc. Il y a une vraie communauté. Alors justement, à propos d'échanges, il y a la libre antenne. Il y a 2-3 ans, je crois, vous l'aviez mise en place. D'ailleurs, je suis témoin, puisque je vous avais appelé, et j'ai oublié ici, parce que je vous avais envoyé des petits dessins avec mon histoire. Et donc, je peux parler de cela, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance. Je vous coupe 2 secondes, mais en fait, c'est sympa de dire que c'est de la bienveillance, mais normalement, ça devrait être comme ça tout le temps. C'est-à-dire que quand on fait une émission de libre antenne, on n'est pas là pour juger, on est là pour écouter. Donc, et puis moi, encore une fois, je n'ai aucune vérité, je ne peux pas dire à quelqu'un vous avez raison, vous avez tort, puisque c'est votre histoire, c'est votre vécu, il est subjectif, il vous correspond à vous, ce que vous avez vécu, vous, dans votre expérience. Si moi, je vivais la même, je n'aurais peut-être sûrement pas le même ressenti. Donc, je ne peux pas me dire, moi, j'ai raison, vous avez tort. Oui, non, c'est pas le cas, mais c'est qu'on se sent vraiment accueilli dans un cocon. On se dit, il m'écoute, il n'y a pas de jugement. Et puis, c'est ça, en fait, qui rend cette libre antenne aussi agréable. Oui, j'essaye, en tout cas, de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, parce qu'il y a toujours, quand même, une obligation de résultat pour ceux qui écoutent. Donc, il faut que le témoignage se passe dans les meilleures conditions, que la personne se sente tout suffisamment à l'aise pour pouvoir parler. C'est pas facile de parler, de se dévoiler. Donc, l'idée, c'est de mettre le plus à l'aise possible la personne qui vient témoigner, qui a l'audace de venir témoigner, parce que c'est pas facile. Alors justement, à propos de libre antenne, je voulais inverser les rôles. Je sais que vers l'âge de, je crois, 15-16 ans, vous avez vécu quelque chose, quand même, 1 ou 2 expériences de votre vie, un peu, entre guillemets, extraordinaires, dans le sens hors de l'ordinaire. C'était plus âgé, j'avais 22 ans. 22 ans quand il m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, ce qu'on a appelé, ce que j'ai découvert une fois que j'ai ouvert Bêta élevé, parce que je ne connaissais pas et j'avais pas des mots pour expliquer ce que j'ai vécu, un voyage astral, comme on appelle astral. Encore une fois, je mets beaucoup de guillemets de pincettes, parce que si vous suivez l'émission, vous savez très bien que moi, je ne crois en rien, j'envisage tout. Donc en fait, aujourd'hui, on appelle ça du voyage astral. Peut-être que dans 10 ans, on aura trouvé médicalement parlant ce que c'est. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis toujours très prudent. On me dit toujours, oui, mais avec tout ce que tu sais maintenant, tout ce que tu as écouté, tu devrais être plus croyant. Non, au contraire. Moi, plus j'avance, moins je sais. Et plus je sais que le chemin est long. Donc j'ai vécu effectivement une décorporation qui m'a été validée. J'avais un témoin en plus de la validation qui était ma femme, qui est toujours ma femme depuis 34 ans. Et donc j'ai vécu ça. Après,
enfant, j'avais vécu quelque chose, mais ça, c'était mes parents qui m'avaient raconté l'histoire d'un fantôme voilà, qui m'embêtait un peu la nuit, etc. Mais, voilà. De cela, vous n'en avez pas de souvenir, en fait? En fait, moi, j'en ai jamais eu des souvenirs. C'est mes parents qui m'ont raconté, parce que j'étais vraiment tout petit, je devais avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, je racontais à mes parents la nuit, au réveil, que je m'étais fait embêter par un vieux monsieur, et visiblement, ma mère, après enquête, s'est aperçue que le vieux monsieur était le monsieur qui était mort ici dans cette chambre, etc., qui avait été propriétaire de la maison. Donc voilà, ce sont des choses que j'ai retrouvées dans certains témoignages, moi, de mes auditeurs. Mais voilà, ce sont les 2 choses que j'ai vécues, moi, dans ma vie. Alors, encore une fois, si j'avais pas fait BTLV, peut-être que je me serais même pas rappelé de ces histoires, peut-être qu'elles seraient passées comme ça, elle serait partie avec l'eau du bain, avec le bébé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il fallait que dans votre vie, il y ait un rappel. Oui, ça a peut-être été ça. Et justement, qu'est-ce qui a motivé, bon, à part l'émission qui cartonnait aux États-Unis, pourquoi ce sujet-là? Le mystère, les ovnis? En toute honnêteté, je le dis franchement, d'abord, c'est une idée de producteur. C'est-à-dire que je suis producteur, moi, je dois trouver des idées. Donc, je trouve l'idée formidable. Après, dès la première émission, je me souviens, parce que quand on a commencé sur les FM, c'était 3 heures sans musique, de blabla. Donc en fait, chaque heure, on avait un invité. Donc je suis sorti, j'étais rincé, fatigué, parce que 3 heures de talk, c'est compliqué. Mais je me suis dit, je tiens quelque chose. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation très très vite que j'avais un sujet. Et que ce sujet, il était fascinant, qu'il était... il serait jamais fini, en fait. Voilà, c'est ce que je disais, plus on avance, moins on sait. Oui. Et ce qu'on ne savait pas hier, on le sait aujourd'hui. Il y a 10 ans, et puis il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on ne parlait pas d'OVNI comme on en parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Amérique en parle, le Pentagone en parle, l'armée en parle. On n'a jamais autant parlé de vie extraterrestre. La NASA, pour la première fois, s'y intéresse. Voilà. Donc les choses évoluent. On n'a jamais autant parlé d'expériences de mort imminente. On a des scientifiques qui commencent à s'y intéresser fortement. Donc on voit bien que ce que j'ai vécu il y a 10 ans, enfin, quand j'ai monté il y a 10 ans BTLV, c'était pas comme aujourd'hui, et je pense que dans les 10 ans qui viennent, je vais encore découvrir beaucoup de choses. Donc voilà. Donc c'était au départ un sujet vraiment de producteur. Et puis voilà, très vite j'ai compris que le sujet m'intéressait. Et puis c'est là que ça m'a rappelé ce que j'avais vécu, ça m'a fait remonter des souvenirs, des intuitions, des choses. Et puis à l'écoute des gens, comme moi j'adore écouter, alors j'adore écouter les gens, je me suis dit mais ça m'a changé, bouleversé. J'aime pas les croyances, j'aime pas dire le mot croyance, que la croyance c'est la foi, mais ça m'a dans mes convictions, j'avais des convictions absolues, je me dis ça c'est comme ça, et puis finalement les convictions ce sont des murs qui s'écroulent, et puis quand les murs s'écroulent, il y a un autre panorama, il y a un autre horizon, et c'est ainsi que j'ai pu entrevoir ma vie sous d'autres facettes. Comment choisissez-vous vos invités ? Est-ce que c'est par rapport à une thématique? Bon, à part l'équipe, entre guillemets, plus ou moins régulière que vous invitez régulièrement? En fait, alors, comme aujourd'hui on est quand même référencé comme étant un média incontournable dans ce milieu, on reçoit 10 à 20 bouquins par semaine. Donc fatalement, il y a beaucoup de gens qui sont prolixes et qui travaillent sur ces sujets. Donc en fonction du bouquin que je reçois, je regarde la 4e de couverture, s'il m'intéresse, je le lis. Et une fois que j'ai dit, ok, je prends pas. Voilà. Après, il y a effectivement des sujets récurrents, parce qu'on travaille beaucoup avec des étrangers aussi. On a beaucoup d'intervenants américains ou italiens, et notamment sur les ovnis, parce que c'est là où ça travaille le plus. Et après, sur l'archéologie mystérieuse, en fonction d'une nouveauté ou de quelque chose de quelqu'un qui a écrit quelque chose ou d'une découverte. Voilà, parce qu'en plus, nous, sur BTLV, on est au courant de l'actualité, parce qu'on écrit des articles quotidiennement. Sur le site, on écrit des articles rédactionnels. Moi, j'écris tous les jours des papiers en fonction de des informations qui tombent. Donc, on est un peu au courant de l'actualité régulièrement. Et en fonction de cette actualité, parfois, si j'ai pas un bouquin qui correspond à ça, on va chercher sur Internet, on va regarder un vieux bouquin peut-être qui est sorti il y a 10 ans, on rappelle la maison d'édition, si le mec est encore vivant ou pas, s'il est encore capable de parler. Et là, on va chercher les invités qui sont assez incroyables. Là, tout récemment, on a fait une émission avec un historien sur tous les... qui s'appelle Philippe Delorme, qui a travaillé avec Stéphane Bern, qui est vraiment un historien académique, mais qui vient de faire un bouquin qui s'appelle Le vrai docteur Frankenstein, et qui raconte des histoires un peu bizarres. Donc voilà, on est toujours à l'affût du bouquin, parce que on va bientôt recevoir Harry Roselma, c'est l'homme de cet avis, je crois que c'est ça, sur TF1, qui s'intéresse à ces sujets. Voilà, on essaie toujours d'avoir des invités qui sont un peu différents, qui sont un peu académiques et qui parlent de quelque chose qui ne l'est pas. C'est ça qui est intéressant. Sans être trop farfelu. Mais voilà, parce que c'est pour ça. C'est pas évident. Vous êtes
je veux dire, une vitrine, entre guillemets, et il faut faire attention aussi. Alors ça, c'est pour ça qu'on a aussi Parce qu'au début, vous avez dû avoir un peu des Oui, perchés. on a eu des frappadingues, mais en fait, c'est pour ça qu'on a créé en fait la section témoignages et la libre antenne. C'est-à-dire que parfois, je reçois des gens dans les émissions réservées aux abonnés qui sont encryptées, de témoignages. Là, on a reçu il n'y a pas longtemps un monsieur qui s'appelle Anthony, on ne lui donne pas son nom, on prend que son prénom, qui nous raconte son entre-deux-vie, etc. Et dans l'émission, on a vraiment une catégorie de témoignages. C'est-à-dire que là, on ne peut pas juger, c'est le témoignage. Là, c'est, voilà, je t'interroge sur ce que tu as vécu. Donc là, j'ai même pas à prendre de pincettes, j'écoute son témoignage. Sans juger, bien sûr. Et puis la libre antenne, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai des gens qui assènent des vérités, la vie après la mort est une réalité, j'ai dit non, la vie après la mort n'est pas une réalité. On envisage fortement qu'il se passe quelque chose après, mais pour l'instant, tant que je n'ai pas passé l'arme à gauche et que moi-même je m'en suis pas aperçu, je ne peux pas dire, et d'ailleurs je ne pourrais plus témoigner puisque je serais mort. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on essaie de garder, donc on fait très attention. Aujourd'hui, par exemple, en matière d'ufologie et d'ovnis, donc il y a beaucoup de gens qui vous disent tout et n'importe quoi, des extraterrestres, ils sont là, ils ont passé des accords et des machins. Possible, mais ce n'est pas une vérité. À annonce incroyable, il faut des preuves incroyables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, les preuves, on les a pas. Donc il faut juste se dire, par contre, je m'interroge, pourquoi cette personne me dit ça? Pourquoi une personne dans la libre antenne me dit j'ai vécu une rencontre extraterrestre? Qu'est-ce que ça lui apporte? Vous êtes dans la libre antenne anonyme, généralement les prénoms sont changés, il n'y a pas de bouquin qui est écrit derrière, donc c'est juste d'une volonté de témoigner. Donc cette volonté, pour moi, elle garantit presque la réalité de la chose. En tout cas, de l'incident ou du phénomène que la personne a vécu. Je ne sais pas si ce qu'elle dit c'est vrai, mais en tout cas, elle l'a ressenti. Et ça, c'est important. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Dans les thématiques aujourd'hui de BTLV, est-ce que vous avez envie d'ajouter, de modifier des choses? Non. Non, parce qu'en fait, il y a une promesse produit, et ça, c'est l'homme de média qui parle. Le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué. Donc en fait, si vous écoutez Skyrock et que tout d'un coup, vous allez entendre qui est premier sur le rap et que vous entendez, je sais pas, Michel Sardou, vous dites qu'il y a un problème. Donc voilà, donc la promesse, c'est premier sur le rap. Bah, c'est pas Michel Sardou. Moi, je vous dis premier sur le mystère inexpliqué. Donc on est numéro 1 sur le mystère inexpliqué. Donc voilà. À un moment donné, il y a quelques années, on a ouvert un peu sur la santé, le bien-être, etc. Déjà, je suis pas très à l'aise avec ça. Parce que moi, je suis encore très, comment dire, je suis pas du tout médecine alternative, je suis médecine complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, alternative, ça veut dire que je balaye la médecine classique. Et j'en prends une autre. Moi, mes parents sont morts du cancer, je peux vous dire qu'ils ont été accompagnés par la médecine classique jusqu'au bout et ils ont vécu quelques mois supplémentaires ou quelques années supplémentaires grâce à la médecine classique. Après, qu'on leur donne des choses pour que ça aille mieux, pour mieux supporter le traitement, pour mieux manger, pour vivre des choses, je suis complètement d'accord. Voilà. Mais en fait, je me suis aperçu, moi, en 11 ans, puisque ça fait 10 ans BTLV, mais un an avant en FM, que ces 11 années m'ont permis de comprendre que la vie n'était pas blanche, elle n'était pas noire, et que tout était gris. Et que c'est dans cette nuance qu'on y trouve des réponses. Et donc, la médecine alternative est dans le gris. Et j'aime bien ça. Alors que la médecine complémentaire... Ah non, la médecine complémentaire est dans le gris, et l'alternative, elle est dans le blanc ou dans le noir. Donc, en fait... Moi, demain, j'ai eu 5 fractures, j'ai eu un accident de moto, j'ai eu 5 fractures, j'étais bien content d'avoir de la morphine et qu'on me dise monsieur, on va vous opérer, ça va bien se passer. Moi, je veux bien que les gens qui ont 5 fractures disent ouais, on va manger 3 plantes et ça va aller, ou on va faire de l'allopathie ou de je sais pas quoi, de machin. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui suis très rationnel, mais ultra rationnel. En revanche, je trouve que tous les sujets que j'aborde sur ma télé parlent de nous, de l'humanité, de notre place dans l'univers, de qui nous a créés, qui nous sommes, pourquoi on est là, le sens de la vie. Et donc, c'est des questions philosophiques, plus que presque scientifiques, et qui m'intéressent, c'est ça qui m'intéresse. Je me dis, pourquoi quelqu'un vient dans la libre antenne me dire qu'elle a été enlevée par des petits gris? Quel est son... Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, elle a un pâte au casque. Ok, tu le prends comme ça. Je peux le prendre comme ça, mais je peux aussi le prendre sociologiquement parlant en disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me dit ça? Et quel est l'intérêt pour elle? Et bien souvent, je m'aperçois que ça les soulage. Les gens, quand ils viennent, c'est quelque chose qu'ils ont vécu ou qu'ils ont ressenti, même s'ils ne l'ont pas vécu, ils l'ont vécu, peut-être psychologiquement, ils l'ont ressenti. Le fait d'en parler les soulage. Et pour moi, ça veut dire que si j'ai fait mon boulot. Mission accomplie. Voilà, mission accomplie. Vous disiez que vous êtes très cartésien. Est-ce que parmi tous les invités... C'est pas une tare, hein. Ah non, mais moi aussi je suis. Hein, bon, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux étoiles qu'on n'a pas le droit d'avoir les pieds sur terre. Exactement. Donc, mais parmi tous les invités que vous avez reçus,
Avez-vous testé des choses? Non. Parce qu'on vous a forcément proposé par-ci par-là, entre la voyance, les expansions de conscience et autres expériences. Je me suis toujours interdit de faire des choses pour pouvoir avoir toujours le recul journalistique. Le problème, c'est que si on vit quelque chose, après on est certain. Et donc on est certain, on n'est plus interrogateur, on n'est plus journaliste. Donc en fait, tout ça, j'ai juste fait un documentaire au château de Fougeray où j'ai dormi dans des pièces qui dites hantées, où il s'est visiblement passé quelque chose qui est d'ailleurs enregistré sur les bandes. Donc voilà. Mais à part ça, pas de voyance, rien. Vous savez, il y a une réalisatrice de films, de documentaires sur ces sujets-là qui m'a offert une séance de voyance. Elle m'a dit, parce que je suis très prudent quant à la voyance, plus sur la voyance que sur la médiumnité. J'aime beaucoup la médiumnité, le fait qu'on puisse capter des choses, des entités, des machins. Mais la voyance, donne-moi 4 chiffres et je vais te dire ce qui va se passer demain. Voilà, vous connaissez la blague, hein. C'est la voyance, on sonne à sa porte, elle dit qui est là. Donc voilà, donc à un moment donné, voilà, vous voyez ce que je veux dire, si elle est voyante, elle doit savoir qui c'est. Voilà. Donc, et encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que c'est compliqué d'en faire un métier, que bonjour. À la chaîne, voilà. Surtout. C'est qu'une personne peut avoir des fulgurances, peut avoir des flashs. Ma mère avait des intuitions, elle faisait des rêves prémonitoires qui étaient assez incroyables, qui se sont avérés vrais. Mais c'était pas tous les jours, tiens, je vais te faire un rêve prémonitoire et sur commande. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Et donc cette réalisatrice me dit, j'ai une voyante extraordinaire, il faut que tu la testes et tout machin. Et en fait, elle s'est plantée, mais j'ai rien dit. Et je me dis, mais... Ouais, j'étais triste pour elle, quoi. En plus... Voilà, en plus elle était intimidée parce qu'elle m'avait vu, elle m'avait rencontré une fois sur un salon où je faisais une émission de télé, donc elle me dit je vous connais, puis après, ça en plus moi c'est hyper facile, c'est-à-dire que vous tapez Bob Belanca, vous avez 75 pages sur internet qui parlent de moi, donc vous allez toujours trouver quelque chose qui va plus ou moins correspondre. On va dire. Et bien malgré tout cela, elle s'est plantée quand c'était intime, et sur les relations que j'ai avec mon père, avec ma mère, elle s'est totalement vautrée. Donc, après, je lui en veux pas. Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais bon, non, elle s'est trompée. Donc, je teste pas. Enfin, voilà. Donc, et encore une fois, j'ai dit à mon ami, la réalisatrice, je fais, écoute, tu vois, pour moi, c'est pas probant, quoi. Voilà. En revanche, je reste persuadé, parce que ça m'est arrivé une fois, quand j'étais déjà, à l'époque, j'étais à Skyrock, il y a 30 ans, ouais. Je réalisais des spots de pub. Je réalisais un spot de pub pour un voyant. Et à la sortie de chez lui, une fois que toute l'équipe, le matériel avait été rangé, il m'a chopé le bras, il m'a dit « Vous en faites ce que vous voulez, va vous arriver ça, 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 ça. » Et bien tout ce qu'il m'a dit, c'est arrivé. Donc j'aime cette fulgurance. Je crois à cette fulgurance. Le mec a un flash et qui, voilà. Mais le côté, j'ai un bureau, venez vous asseoir et je vais vous donner votre avenir et je vais vous dire ce qui se passe et que voilà. Et puis en plus, je trouve que c'est très dangereux pour la personne qui va consulter parce que ça influence la vie. Oui, et puis ça crée une dépendance aussi. Voilà, et il y a plein de gens qui se sont fait ruiner par des voyants malveillants, etc. Voilà, donc je teste pas grand-chose. Après, je mange mieux, je mange différemment, j'ai essayé de ne pas prendre beaucoup de médicaments, de prendre des trucs qui sont un peu plus complémentaires, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. De 10 ans de BTLV, qu'est-ce que vous retenez en quelques mots ou un moment? Oh ben non, à des moments, il y en a plein. Enfin, des moments. Moi, j'ai des rencontres qui sont absolument incroyables avec des gens qui sont absolument fous d'intelligence. Moi, je suis pétri de curiosité et je suis fasciné par l'intelligence des gens. Le savoir me fascine. Quand je vois un maître de conférence à la Sorbonne comme Paul-Georges Sansonetti, qui est pour moi la plus belle rencontre que j'ai pu faire à 11 ans, et qui me parle de la symbolique, des initiés, etc., je suis fasciné, je l'écoute, je me dis si j'avais eu quelqu'un, un prof comme ça, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'aurais certainement été un grand penseur. Mais voilà, donc je suis fasciné par ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires, et puis... voilà, après j'ai eu des moments touchants, des gens qui sont venus me voir lors d'événements, puisqu'on fait beaucoup d'événements en présentiel. Voilà, des gens pour qui BTLV a une importance. C'est toujours très plaisant de se dire que le travail que l'on fait a une résonance chez les gens. Quand on fait ce métier, vous savez, c'est le seul métier où en fait vous donnez
sans recevoir. Parce que vous ne voyez pas. Mais vous ne voyez pas. Voilà, donc c'est un peu comme au cinéma pour les acteurs. Et le comédien qui est sur scène, lui, il a les applaudissements ou les rires des spectateurs en présentiel. Le comédien, lui, une fois que l'acteur et le film est sorti, il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Là, c'est un peu pareil pour la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez... Alors, il y a des gens qui vous écrivent, c'est sympathique, mais on n'a pas le retour immédiat. Donc, voilà. Mais après, ces gens-là, souvent, viennent me voir dans les conférences, me dire « Ah, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup, ça me touche, etc. Ce que vous avez dit là me touche. » Donc ça, voilà, ce sont des jolis moments, des rencontres. Et puis, c'est surtout, ce qui m'a touché, c'est l'importance que BTLV avait dans cette communauté de gens qui aiment le mystère et l'inexpliqué. Voilà. Que vous avez découvert peut-être en 2020, quand vous avez eu des soucis. Oui. C'est là aussi où vous avez une sorte de raz-de-marée d'aide. En fait, parce qu'on a failli fermer. Hein, donc, comme je vous le disais, on n'a jamais eu d'aide. Hein, non, mais ça, c'était l'aide de vos abonnés. Voilà, on n'a jamais eu d'aide de l'État. Donc, en fait, quand on était en difficulté, tous les médias dignes de ce nom, ou bien pensants, ont des aides tous les ans, mais en numéraire d'argent, reçoivent l'IB, Le Monde, etc. Il y a des subventions qui sont données à la presse. Et encore aujourd'hui, vous n'avez rien? Ah non, toujours rien, non. On nous dit qu'on n'est pas encore dans les clous, même si on a notre agrément de site d'information, ils nous refusent les aides, etc. Mais bon, c'est pas très grave, hein, donc ça fait partie du jeu. Ma pauvre Lucette, je suis allé sur un chemin un peu chaotique. Et effectivement, quand on a eu quelques soucis financiers, j'ai lancé un appel à l'aide à la communauté. Et effectivement, la communauté a réagi en disant ça peut pas fermer, on sera là, derrière toi, etc. J'ai été très touché par ça parce que là, pour le coup, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait donné depuis des années, on l'a reçu en retour en se disant waouh, il y a même des gens qui n'étaient pas abonnés et qui ne sont toujours pas abonnés, mais qui ont donné sur l'instant en disant un média différent. Moi, j'ai pas de pub. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucune pub sur le site. Il y a de la pub sur l'éclair, sur YouTube. Là, quand vous avez la libre antenne, c'est YouTube qui vous bastonne de pub. C'est normal, c'est en clair, etc. Mais sur les émissions qui sont encryptées, il y a zéro pub. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez le podcast, enfin, vous écoutez le podcast ou vous regardez le replay, il n'y a pas de pub à l'intérieur. Donc là, j'ai reçu quand même quelque chose d'assez affectueux. Voilà. Quels sont les projets pour les 10 prochaines années? Parce que j'ai vu que vous aviez proposé un abonnement sur 10 ans. En fait, là, on s'est dit, on a 10 ans. C'était très original. Oui, moi, je me suis dit... un clin d'œil. Oui, je me suis dit, on a 10 ans, on va faire les 10 ans, et en plus, on le propose à 10 € par an pour 10 ans. Donc, c'est pour 100 balles, ils s'abonnent 10 ans. C'est un joli pied de nez à tous ceux qui disent que je suis toujours mercantile et que je pense qu'à l'argent, parce que je peux vous dire que cet abonnement à 100 balles pour 10 ans, il me rapporte de l'argent sur l'instant, mais dans les 9 années qui viennent, il va plus rien m'apporter, les gens seront abonnés. Mais c'était vraiment... Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de signer avec Europe 1 pour la diffusion des podcasts sur la plateforme Europe 1. Sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Donc Europe 1 va distribuer ça sous la marque Europe 1. Donc ça, on a signé ça. Donc ça crédibilise encore plus le travail que nous avons fait. Donc on est très contents. Et puis surtout, ça va permettre de toucher une cible supplémentaire, d'élargir. Il y a des gens qui vont écouter Europe 1, qui ne connaissaient pas BTLV, qui vont s'intéresser à BTLV. Peut-être que ces gens seront de futurs abonnés en disant tiens, c'est quoi BTLV, je vais aller regarder, et viendront s'abonner. Donc ça, c'est une chose. On a relancé le présentiel parce que on faisait les rencontres du mystère et de l'inexpliqué depuis 7 ans, et le Covid est arrivé et bien sûr tout s'est arrêté. Et là, on les reprend pour la première fois en novembre. Donc on est très heureux de les proposer les 10 et 11 novembre. Donc il y aura 10 conférenciers sur 2 jours, etc. Donc là, c'est un moyen. On a remis en place des cartes blanches A, c'est-à-dire qu'en fait, je donne une carte blanche à un conférencier. Il invite l'autre conférencier qu'il veut, et pendant la soirée, ils font des conférences à 2. Et ça s'est passé avec Patricia Daré le 19 juin dernier. La prochaine sera en janvier. Je vais lancer un Medium Day, c'est-à-dire qu'en fait, on lance avec 4 médiums le 19 mars, je crois, ou le 16 ou 19 mars prochain. Un samedi toute la journée. Alors c'est un scoop parce que c'est encore pas ouvert, mais ça va partir comme des petits pains. Il y aura 4 médiums dans la journée qui vont faire chacune une conférence et une médiumnité en public, en direct, en live, face aux gens qui sont là. Donc c'est une opération que je vais faire 2 ou 3 fois dans l'année parce que là, je mets en danger les médiums. Et ils se mettent en danger, c'est-à-dire qu'ils ont des photos, et c'est sans filet, et j'aime bien les gens qui ont participé. Il y aura Françoise Nallet notamment, il y aura Muriel Siron, Florence Hubert, enfin voilà, donc il y a des médiums assez importantes.
Et donc elles ont accepté. J'ai remis en place aussi les masterclass. On en a fait une avec Françoise Nallet, qui permet aux gens de suivre une masterclass et puis de poursuivre après la formation s'ils le souhaitent avec le thérapeute ou le conférencier, etc. après. Mais le masterclass est gratuit. Donc voilà, on a remis pas mal de choses. Voilà quels sont les projets qui sont déjà mis en place, qui vont être longs. Et puis surtout, notre projet, c'est de continuer à rendre curieux les gens, à continuer à proposer des choses différentes. Je me suis aperçu que les gens qui faisaient des bouquins il y a 10 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il y a toute une nouvelle génération qui a une autre façon de voir, d'aborder ces sujets, une autre façon de l'écrire, une autre façon de l'appréhender. Je vois les modes aussi. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de sorcières. Aujourd'hui, vous tapez dans un arbre, il y a 250 sorcières un peu bobo parisiennes qui ont écrit des bouquins, des chamans. Tout le monde est chaman, tout le monde est machin. Il n'y a rien de pire que d'être à la mode parce qu'on se démode. Donc moi, à BTLV, l'idée, c'est de dire, je suis là depuis 10 ans, je serai là dans 10 ans. Voilà, je suis là dans 10 ans. C'est pour ça que je ne cède pas à la mode. Quand on a parlé des sorcières, oui, bon, écoute, voilà, il y a ça, mais je ne vais pas faire que de la sorcière parce que c'est à la mode. Voilà, donc non, moi j'ai une conduite rédactionnelle, j'essaie de suivre mon objectif, j'ai une lumière au bout du tunnel, et bien j'y vais, et puis j'avance lentement, tranquillement, et tout en étant toujours professionnel, d'avoir des invités de qualité, d'avoir des... Là, de toute façon, ma vie change un peu, puisque depuis... un mois, je me partage ma vie entre Uzès et Paris, donc je passe 15 jours à Uzès, 15 jours à Paris. Donc on a fait déjà une première émission en direct du sud de la France il y a 15 jours, dans des conditions déplorables parce que le studio n'était pas fini, mais on l'a fait. Là, on va s'installer, donc on aura un studio dans le sud de la France, donc je pourrais faire des émissions aussi de là-bas. Donc voilà, ça ce sont les choses que l'on fait petit à petit et qu'on va mettre en place de plus en plus. Et puis ça va me permettre aussi peut-être d'aller voir des gens qui viennent pas à Paris. Donc voilà. Je le dis souvent, c'est-à-dire que dans les libres antennes ou dans les émissions en live, dans Bob vous dites la vérité, etc., souvent je fais un appel à l'abonnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans cet abonnement, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où la pub, les gens n'en peuvent plus de la publicité. Donc il vaut mieux demander 8,90 par mois à quelqu'un pour qu'il ait un média différent que d'aller lui dire tu vas prendre du McDonald's dans la tronche ou du Renault ou du Peugeot ou de l'AXA, quoi. Voilà. C'était effectivement la question que j'allais poser en disant comment les auditeurs peuvent vous aider. Ils s'abonnent, donc ils vont sur btlv.fr, ils s'abonnent, il n'y a rien de mieux, il y a plusieurs formules, donc voilà, il y en a toujours une qui sera celle qui va correspondre à votre pied, et voilà, ils vont sur btlv.fr, il y a un onglet je m'abonne, voilà, ils regardent déjà ce qu'il y a. Déjà, ils peuvent regarder en clair déjà sur YouTube, hein, ils vont se rendre compte de ce que c'est. Et dans les émissions, bien évidemment, qui sont en clair, je mets beaucoup d'extraits d'émissions cryptées pour dire voilà, si vous vous abonnez, ce à quoi vous allez avoir accès. Et effectivement, en crypté, on est moins dans le show que dans les émissions en clair, parce que dans les émissions en clair, il y a des jingles, il y a des machins, il y a des bandes annonces, on fait un peu l'homme orchestre et le cirque Pinder. Mais dans les émissions en crypté, on est plus comme là, dans une discussion plus profonde, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. J'ai le temps d'aller creuser le sujet de l'invité et lui a le temps de se sentir complètement à l'aise pour pouvoir me raconter des choses, quoi. Voilà. Vous savez tout, donc vous avez pu découvrir Bob et je vous assure que vous serez très très satisfait, heureux parce que BTLV, comme vous l'avez dit, c'est Bob vous dit toute la vérité. C'était une super émission. Celle de ses invités, hein, toujours. Hein. C'est pas la mienne de vérité, je vous le dis. Hein, donc voilà, toujours. Je prends toujours ce recul-là. Voilà. Merci Bob de m'avoir reçu. Je suis très très flattée. Ouais. Et puis surtout parce que le personnage que j'imaginais, que j'entrevoyais par écran, en fait, c'est le même en vérité. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre. Et puis à très bientôt.